Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette émission avec un public très resserré. On est entre nous donc cet après-midi dans le cadre de la 22e édition des Journées nationales micro-ondes qui se déroule actuellement donc entre le 7 et le 10 juin de 2022 pour ceux qui nous écoutent en podcast. Ça se déroule sur ces 3 jours-là autour de la faculté de droit et des sciences économiques de Limoges. Et donc c'est organisé par le laboratoire XLIM. Donc c'est un congrès donc qui est biannuel, qui tous les 2 ans donc invite près de 600 chercheurs universitaires et industriels qui travaillent, comme le titre l'indique, dans le domaine des micro-ondes, en allant des matériaux, des composants, des circuits et des antennes jusqu'au système de communication ou de détection à leur application pour la sécurité, la défense, l'espace ou encore la santé. L'idée, c'est donc avant tout plutôt un événement 100% universitaire, mais exceptionnellement pour cet après-midi qu'on passe ensemble, l'objectif c'était donc de pouvoir faire des témoignages métiers, témoignages de parcours universitaire dans ces différents métiers autour des ondes. Donc j'ai autour de la table Stéphane Bila, qui est le directeur d'XLIM et directeur de recherche au CNRS. Bonjour. Bonjour. On va faire un petit tour de table tranquillou. Ensuite, il y a Claire Dalmé qui est donc enseignant-chercheur. Alors oui, il faut récupérer le petit micro, il ne faut pas hésiter à le faire glisser vers soi. Voilà, parfait. Bonjour. Bonjour Claire. Hervé Leblond qui est responsable ingénierie produit chez Thales Alenia Space. Bonjour. Bonjour. Et pour terminer, Ludovic Carpentier qui est ingénieur en électronique hyperfréquence au CNES, le CNES. Comment on prononce d'ailleurs? Le CNES. On dit le CNES. Et si on donc on explique ce qu'est cet acronyme, c'est quoi? Alors c'est le Centre national d'études spatiales. Ok, Bonjour. très bien. Donc Stéphane, je vais vous passer la parole en premier pour un peu nous recontextualiser tout ça. J'ai plusieurs questions. Qu'est-ce le laboratoire XLIM? Qu'est-ce les journées micro-ondes, même si j'ai bien expliqué? Et puis de nous présenter un petit peu le planning de ces 3 jours-là, si vous pouvez nous en parler succinctement. Alors XLIM, d'abord, c'est un laboratoire de 450 personnes au total sur l'Université de Limoges et l'Université de Poitiers, donc, dans lesquelles il y a différentes disciplines de recherche, dont l'électronique et l'électronique hyperfréquence. Donc micro-ondes, faut l'associer à l'autre adjectif qui est hyperfréquence. Voilà, de la même manière. Donc c'est tous les systèmes à très haute fréquence par lesquels on peut émettre généralement des ondes qui vont se propager dans l'espace libre. Voilà. Et donc tous les systèmes qui, sur la base de ces technologies-là, peuvent être déployés. Voilà, c'est un peu l'objet de recherche pour lesquels on organise ce congrès. Donc le congrès, les Journées nationales micro-ondes, c'est la 22e édition, donc ça c'est organisé tous les 2 ans. Et on a la chance de l'organiser cette année à Limoges. On accueille 540 personnes pour ce congrès qui sont inscrits. Donc ça va se dérouler sur 3 jours. Alors ce ne sont pas que des universitaires, il y a également des industriels qui viennent participer à ces 3 journées d'échange. Voilà, où on a sélectionné sur plus de 300 articles qui ont été proposés. On a sélectionné 265 exactement, qui vont être présentés avec sous la forme de présentation orale ou de présentation poster. Donc là, c'est plutôt effectivement la partie entre guillemets professionnelle de la conférence. Et l'idée aujourd'hui, c'est de partager un peu aussi vers le grand public ce que sont les hyperfréquences, quels sont les métiers que l'on a derrière. Alors pas hésiter à parler près du micro, donc merci d'avoir incité sur tous les 2 ans, j'ai dit biannuel tout à l'heure, c'est bien tous les 2 ans que se déroule ces journées nationales de micro-ondes. Donc sur la partie professionnelle, en fait, c'est quoi? C'est de faire de la veille finalement sur ce qui a été découvert par rapport aux différentes publications de recherche que vous sélectionnez? Exactement, on sélectionne des articles par rapport à leur qualité scientifique. Donc ce sont des articles, c'est vraiment des articles en recherche. Alors ça peut être de la recherche purement académique ou de la recherche aussi partenariale avec des industriels avec lesquels on va avoir des projets de recherche pour améliorer des technologies au bénéfice au final de la société. Mais voilà, donc c'est vraiment sur ces avancées technologiques que l'on va échanger pendant 3 jours. C'est le seul congrès français, d'accord, francophone, on tient à ça. Et c'est, alors au niveau européen, il y a ce qu'on appelle la semaine européenne des micro-ondes, l'European Microwave Week, et les journées nationales micro-ondes qui sont tous les 2 ans. En termes de population, c'est le 2e congrès au niveau européen.
en termes de nombre de participants. Donc vous dites francophone, donc c'est-à-dire qu'il y a des industriels ou des universitaires qui viennent d'autres pays francophones, ou c'est parce que bon, dans le titre il y a journée nationale, donc on devine que c'est surtout en France, mais est-ce que ça arrive qu'il y ait des guests Il arrive que des chercheurs de pays francophones, principalement aussi de Belgique, des fois viennent proposer quelques travaux. Et voilà, à partir du moment, on tient à ce que ça soit aussi une littérature francophone, parce que toute la littérature aujourd'hui en sciences, elle est principalement anglaise. Et c'est vrai que ça reste quand même quelque chose d'important de pouvoir partager aussi en langue française. Bon, malheureusement, c'est pas que dans les publications de recherche scientifique que l'anglais domine. Il y a évidemment plein d'autres domaines, les joies de la mondialisation. Avant de parler, donc, de vous présenter un peu plus en détail mes prochains invités, l'idée c'est de vous proposer un retour d'expérience, que ce soit au niveau des parcours scolaires et universitaires, pour savoir comment ils en sont arrivés, voilà, au métier qu'ils exercent aujourd'hui. Mais on va parler aussi toujours du côté XLIM, de la partie un petit peu formation. Vous l'avez un peu introduit, Stéphane, sur les spécialités, les différents domaines que vous touchez du doigt, ou même, je dirais même dont vous êtes spécialiste dans ce laboratoire-là. Je me tourne auprès de Claire. Donc vous êtes enseignante-chercheur. Comment on dit? Est-ce que c'est un abus de langage de dire enseignante-chercheuse? Non, on peut dire enseignante-chercheuse. On a une autre dénomination qui est maître de conférence pour les hommes, et on dit aujourd'hui maîtresse de conférence pour les femmes. Donc oui, c'est vrai qu'au niveau de l'Université de Limoges, il y a un champ de formation qui est assez vaste, qui accueille un public dès l'obtention du bac. Donc en fonction des profils et de ce que recherchent les étudiants, il y a plusieurs parcours. Donc il y a des licences générales et professionnelles à la FST. Il y a des parcours avec prépa intégrée pour des formations d'ingénieurs. Alors à l'Université de Limoges, il y a l'ENSCI comme école. Et ensuite, il y a aussi des parcours un peu plus technologiques, avec notamment l'Institut universitaire technologique du Limousin. Donc on a au sein de l'Université de Limoges comme ça un réseau de formation. En fonction du profil des étudiants, il y a des solutions adaptées. Ensuite, alors moi, comme vous l'avez dit, je suis maîtresse de conférence, donc je suis à la fois enseignante donc à la faculté des sciences, moi j'enseigne, et je suis rattachée, donc je suis chercheuse au laboratoire XLIM. Donc ça, c'est une chance pour nos formations d'avoir un laboratoire de recherche auquel peuvent s'adosser nos formations. Donc nos étudiants ont l'opportunité d'avoir une formation à et par la recherche. Donc ça, c'est un atout, je pense, pour nos jeunes. Et alors, en amont des différentes palettes de formation que vous avez présentées, UT, école d'ingénieur, etc., est-ce qu'il est privilégié d'avoir un bac S? Je ne sais pas si ça se dit encore S, ES, L. Je suis peut-être un peu vieux. Il y a eu des réformes, je crois, du bac il y a pas longtemps. On a vécu des réformes, effectivement. On a aussi vécu l'arrivée de Parcoursup. Oui, on s'est adapté. Alors le public, c'est vrai qu'il y a des grandes questions, on le voit bien quand on organise nos journées portes ouvertes ou autres, les grandes interrogations des jeunes lycéens, c'est les choix d'options, ce genre de choses. Donc c'est clair que pour nos métiers plutôt scientifiques, puisqu'aujourd'hui on parle de discipline scientifique, ce qu'on conseille très fortement, c'est de conserver les maths au maximum. Ensuite, j'ai envie de dire, chaque étudiant peut apporter une coloration, mais ce qu'on conseille, c'est vraiment de conserver le maximum de maths. Après, on a revu nos programmes, par exemple, alors je peux parler plus spécifiquement de la fac de sciences puisque j'y enseigne, on a aussi revu et adapté nos programmes de première année. Et aujourd'hui, on propose quand même un petit peu, on propose des tests de positionnement aux lycéens pour en fait proposer des solutions aux étudiants qui n'auraient pas conservé beaucoup de maths. C'est ça, je posais la question parce que c'est pas si innocemment que ça, parce que c'est vrai qu'on demande à des lycéens de s'orienter très tôt sans savoir vraiment, enfin quand on est en première... Bon, je fais quelque chose de très subjectif, je parle de moi-même, mais je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Et c'est vrai que des fois, on peut penser que si on ne fait pas le bac S, on peut être enfermé finalement et pas avoir accès aux formations dont vous parliez tout à l'heure. Ce n'est pas forcément le cas si on garde les maths, en fait, si on est motivé aussi. Non, voilà. Alors, on a des solutions. Alors, on a notamment à la FST, on a des formules. Alors, de toute façon, dans Parcoursup, aujourd'hui, les étudiants ont des réponses qui peuvent se formaliser sous la forme d'un oui ou d'un oui-si.
Voilà. Donc le oui-si, c'est juste que le dossier peut être jugé peut-être un peu faible ou qu'il y a des manques et que c'est juste qu'on pressent que, attention, peut-être il va falloir aménager des choses pour l'étudiant pour garantir sa réussite en licence. Ça passera peut-être par une licence en 4 ans au lieu de 3, par exemple, avec du renforcement disciplinaire, du tutorat renforcé, etc. Bon. Donc, en fait, aujourd'hui, on a des dispositifs qui permettent d'accompagner l'étudiant et de proposer des solutions. Voilà, on a des UE de fondamentaux qu'on appelle, justement pour les étudiants sur les tests de positionnement qu'on sent un petit peu faibles sur des disciplines fondamentales pour bien réussir en licence. Voilà. Donc on s'est vraiment adapté, on a essayé au mieux de s'adapter aux réformes et de s'adapter aux nouveaux profils d'étudiants qu'on reçoit aujourd'hui, pour ne pas fermer les portes justement à des carrières scientifiques si les choix en amont ont été difficiles. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile en seconde, première, terminale de savoir vers quoi on va s'orienter. Et aussi pour les étudiants qui se réorientent, c'est-à-dire ceux qui ont fait une licence, je sais pas, je dis n'importe quoi, peut-être pas une licence, enfin si, remarque, vous allez me dire, licence histoire par exemple, s'ils rentrent dans un programme, justement, comme vous disiez, de tutorat, d'accompagnement, c'est possible de faire une passerelle du coup. Oui, on a même un parcours qu'on appelle tremplin. Alors là, qui là veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que là, c'est carrément pour des profils, comme vous dites, vraiment très éloignés. Bon, là, c'est vraiment c'est un tremplin. Alors, qui permet aussi à l'étudiant il profite de cette année aussi peut-être pour parfaire son choix et se réorienter dans le système. Mais c'est également effectivement prévu pour ces profils-là. On a des cursus adaptés. Et donc, juste avant de partir sur les témoignages métiers, là, s'il y a des étudiants qui nous écoutent, justement, qui sont soit lycéens et qui se posent des questions sur l'orientation, ou des étudiants qui veulent se réorienter, ils s'adressent à qui concrètement, au-delà de la plateforme c'est quoi, c'est APB en ce moment, ça s'appelle maintenant Admission Post-Bac? Non, c'est plus Admission Post-Bac, c'est Parcoursup, pardon. Ouais, quand je disais que j'étais vieux, voilà, ça fait un moment moi, que je suis sorti du système scolaire. En fait, moi, ce que je conseille, c'est les... Alors bon, je sais que dans chaque structure, dans chaque établissement, il y a des professeurs principaux avec qui on est en lien, on a des journées, on fait des liaisons... Bac-3, Bac+3. Donc déjà, les professeurs principaux, je pense, sont bien au fait. Les sites Internet, aujourd'hui, on porte un soin particulier à bien alimenter nos sites Internet. Donc sur n'importe quel site, que ce soit donc à l'université, toute l'offre de formation est répertoriée, toutes celles que j'ai données avant. Après, il y a des contacts sur Internet. Il y a les contacts, les responsables de chaque formation, etc. Et si je peux juste ajouter quelque chose avant de clore... le volet formation. On a aussi développé à l'Université de Limoges, alors pour l'instant c'est au niveau de la licence de physique, mais on est dans le thème, voilà, je tenais quand même à le dire, quand on parle de parcours adapté, on a aussi développé un parcours qu'on appelle le parcours excellence, et dont l'idée est de proposer justement aux étudiants qu'on décèle avoir du potentiel et être capable de travailler en autonomie et de façon un petit peu accélérée. On leur propose de condenser à l'inverse leur licence en 2 ans et demi, pour leur libérer un semestre pour compléter leur formation. Ça peut être aller faire un DU, par exemple, d'entrepreneuriat. Ça peut être faire un stage au laboratoire. Voilà. Donc ça reste à la marge. C'est des étudiants. Tous les étudiants ne veulent pas se lancer dans un parcours comme ça, parce qu'on est obligé d'aménager les enseignements pour qu'ils fassent leur licence en condensé. Mais c'est également, quand je vous disais vraiment des parcours adaptés, c'est vraiment pour tous les profils, même les étudiants qui ont des capacités à travailler en autonomie et de travailler plus vite. Voilà, il y a vraiment tous les formats aujourd'hui qui sont disponibles. Alors pas à l'échelle de toutes les licences, mais l'idée c'est d'y aller progressivement. Oui. Ok, super, merci beaucoup en tout cas pour ce petit panorama, même si j'imagine qu'il y a beaucoup de choses en plus à découvrir sur cet aspect formation, que ce soit à la faculté des sciences et plus précisément à XLIM. Il est temps d'aller maintenant dans le retour d'expérience avec donc Hervé Leblond et Ludovic Carpentier. Je vais commencer avec Hervé. J'ai une première question que j'aime bien poser à chaque fois, c'est qui êtes-vous, d'où venez-vous et quel a été votre parcours scolaire / universitaire? Alors, d'où je viens? Bien, je viens de cette belle région du Limousin, donc je suis un produit pur jus. Un produit pur jus, mais que j'ai quitté donc pour mon parcours professionnel. Mais j'ai réalisé toutes mes études ici, bac scientifique, effectivement, ça existait encore. Et ensuite, je me suis dirigé vers la fac, au début plutôt avec une ambition d'enseignement, d'être prof, etc. Et puis petit à petit, il y a quelques professeurs qui étaient mes professeurs à l'époque et qu'aujourd'hui je côtoie. Je pense à monsieur Serge Verdem qui m'a fait découvrir un peu
de l'électronique à Bac+2, et puis des choses qui m'ont un petit peu incité à aller creuser un petit peu ces sujets-là. Et donc, de fil en aiguille, je suis allé donc jusqu'à un Bac+5. Donc, Master Pro aujourd'hui, c'était encore le DESS à l'époque. Et j'ai poursuivi derrière par un doctorat, donc un Bac+8, qui m'a ensuite ouvert certaines portes, certains réseaux aussi. Il y a eu pas mal d'échanges, pas mal de connexions avec le milieu industriel auquel j'appartiens aujourd'hui. Et ensuite, je ne sais pas si les métiers, on va en parler juste après. Mais du coup, je vais me tourner, je vais vous proposer le même triptyque de questions à Ludovic. Donc, qui êtes-vous, d'où venez-vous et quel a été votre parcours scolaire / universitaire? Alors moi, je viens de Clermont-Ferrand, donc j'ai passé mon bac S. Bon, voisin du Limousin, en tout cas, pas trop loin. Je ne suis pas un produit 100% pur jus Limousin, mais pas loin. Je vais vous l'expliquer, vous le présenter. Donc j'ai fait mon bac à Clermont-Ferrand, bac S, puis ensuite j'ai intégré l'IUT Géo2I à Brive, donc pas trop loin d'ici. Et moi j'étais plutôt destiné à des études courtes, parce que je voulais arrêter bac+2, mais en plus j'ai des professeurs qui m'ont donné l'envie de poursuivre. Après mon DUT Géo2I, j'ai intégré la fac de Limoges, donc licence, master. Là aussi j'ai rencontré les mêmes professeurs qu'Hervé, qui m'ont donné l'envie de continuer jusqu'au bout et ensuite de poursuivre jusqu'à la thèse. Donc ça a été une thèse cofinancée par Thales Space et le CNES. Et après, voilà. Et vous avez choisi le CNES. Et j'ai choisi le CNES, ouais. Justement, alors. Enfin, on me l'a proposé. Ils vous l'ont proposé en premier, peut-être. Voilà. Du coup, justement, donc vous travaillez au CNES, je le rappelle, vous êtes ingénieur en électronique hyperfréquence. Pour les moldus comme moi, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je suis ingénieur hyperfréquence depuis 2013 au CNES. Alors, ingénieur hyperfréquence, on travaille sur des composants électroniques qui travaillent à la haute fréquence. Donc là, dans ces cas-là, on s'occupe essentiellement de tout ce qui est lié à des phénomènes de propagation et de rayonnement. Donc voilà, c'est des composants électroniques assez particuliers. Et c'est quoi en fait? C'est que vous faites des tests sur des objets qui utilisent ces ondes? Vous faites des spatialisations? Non, c'est des composants électroniques très particuliers qui ont des spécificités autres. On en retrouve essentiellement, bon là je vois votre téléphone portable, on peut en trouver notamment dans votre téléphone portable, on l'utilise partout, on n'a pas conscience. Et ces composants-là, bien entendu, ils ont une fonction similaire, mais ils n'ont pas du tout la même forme, la même topologie. On les utilise notamment à bord des satellites, des satellites, mais aussi des stations sol pour communiquer avec ces satellites. Donc, est-ce qu'on peut rapprocher ça de la recherche et développement, en fait, c'est-à-dire l'optimisation de composants? Exactement. Donc là, actuellement, mon métier, c'est de mener des développements pour penser, pour développer ces fonctions, notamment pour des missions lointaines de satellites. On mène ces développements notamment avec les industriels comme Thales Space, Airbus, mais aussi avec des laboratoires scientifiques comme XLIM. Donc l'objectif du CNES, c'est de mener ces développements notamment sur du long terme. L'industriel, bien entendu, réalise pas mal de programmes R&D pour notamment réaliser ces composants, notamment sur des missions plus court terme, parce que c'est l'objectif d'un industriel. Mais le CNES a pour ambition de penser un peu à l'étape d'après, toujours en collaboration avec les industriels et les laboratoires pour anticiper l'avenir. Et pour remettre dans le contexte, le CNES, on a parlé en filigrane dans l'introduction. Ses missions principales, c'est quoi? On se doute que ça parle du spatial, mais c'est quoi en détail? Alors en détail, le CNES, donc le Centre national d'études spatiales, je vais faire un petit point historique, a été créé par le général de Gaulle en 1961. C'est juste après le vol de Gagarine, donc en avril 61. Le CNES a été créé en octobre 61. Et le CNES est un établissement public à caractère industriel et commercial et a pour mandat de mettre en place la feuille de route décidée par le gouvernement français en termes de politique spatiale. Voilà. Et en fonction de la feuille de route qui est définie par le gouvernement, le CNES la met en place toujours en collaboration avec les industriels sur le sol national français et en collaboration aussi avec des laboratoires sur le sol national français. Et vous êtes dépendant d'un ministère en particulier? On est dépendant de 3 ministères. On est dépendant du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche,
de la défense et de l'économie. Parce que je me souviens qu'à un moment, il y avait eu des discussions de certains candidats aux élections présidentielles qui voulaient créer un ministère de l'espace, je crois. Enfin, il y avait eu des discussions comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît pertinent ou c'était vraiment de l'annonce comme ça parce que l'espace est à la mode, entre guillemets? Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais à confirmer, il me semble que le ministère de l'espace a dû exister il y a quelques années, il me semble, hein, okay. Sans dire à confirmer, mais il me semble qu'il a déjà existé. Bon, après, je ne l'ai pas entendu, notamment pour les élections présidentielles, les dernières, si c'était en projet ou pas. Et du coup, alors on ne va pas aller dans le détail dans ça, parce que ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse, comment les institutions se gèrent, mais le fait qu'il y ait 3 ministères à qui rendre des comptes, entre guillemets, voilà, je fais le signe guillemets pour de l'audio, c'est pas terrible, mais du coup, les échanges sont plutôt fluides. Comment, vous avez dit qu'ils proposaient des feuilles de route. Quand on dit feuilles de route, c'est pas des commandes, en fait, c'est qu'il y a des grands objectifs potentiels à atteindre, et vous, après, vous êtes dans l'opérationnel, en fait. Exactement. Donc là, on verra à la suite sur ma présentation. On a, là, avec le dernier gouvernement, il y a 4 priorités stratégiques. Et donc, en fonction de ces 4 priorités stratégiques, on doit mettre en place et du coup répondre aux objectifs définis par le gouvernement actuel. Ok, je vais me tourner du côté de Hervé, puis ensuite on fera la présentation en détail de votre métier, de ce que vous faites au quotidien. Hervé, c'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire, votre métier? Je le rappelle, vous êtes responsable ingénierie produit chez Thales Alenia Space. Alors aujourd'hui, j'ai évolué en fait vers du management d'équipe. Parce qu'on n'en a pas parlé au début. Ouais. Quand vous êtes arrivé, c'était quoi d'abord votre intitulé métier? En fait, mon intitulé, j'étais sur ingénieur d'études hyperfréquences, en fait sur des activités plutôt de R&D. Donc j'allais dire c'était une bonne passerelle entre la thèse, quelque part des sujets très amont, et là, en basculant un peu dans le monde industriel, c'est justement la transition entre les sujets très amont qu'on continue d'étudier aujourd'hui et puis du vrai applicatif. Moi, c'est aussi ça qui m'intéressait. Derrière, c'est faire des choses, du concret, des choses qui sont utilisées au quotidien et pas simplement de la science pour la science. Et petit à petit, j'ai eu des opportunités d'évolution pour ensuite, tout d'abord, dans un premier temps, encadrer l'équipe à laquelle j'appartenais. Et puis aujourd'hui, m'occuper d'une équipe d'ingénieurs qui est en charge de développer des sous-systèmes hyperfréquences. Donc, des petits morceaux de satellites. Je peux vous expliquer tout ça si vous le souhaitez, bien entendu. Oui, juste après, pas de souci. Mais du coup, vous travaillez pour un industriel, donc pour le privé. Donc les objectifs ne sont pas nécessairement les mêmes comme on disait tout à l'heure avec Ludovic. Comment ça se passe en fait? Il y a des commandes, il y a des objectifs commerciaux, vous en tant que responsable à atteindre aussi, comme dans n'importe quelle entreprise en France. Comment ça se passe? Tout à fait, on est dans un secteur qui est concurrentiel. Alors historiquement, nos concurrents principaux sont nos voisins de l'autre côté de la Garonne, comme on les aime à les appeler du côté de Toulouse, donc Airbus. Donc aujourd'hui, maintenant, il y a aussi de nouveaux acteurs qui sont arrivés, donc un secteur qui est devenu beaucoup plus concurrentiel qu'avant. On parle notamment, au-delà de nos frontières, des SpaceX, notamment, qui occupent pas mal l'espace médiatique. Nous, aujourd'hui, effectivement, on se doit d'être compétitif, c'est-à-dire on a des solutions techniques. On a été pendant très longtemps à chercher la pointe de la technologie avec des performances à l'état de l'art, etc. On a un petit peu basculé pour arriver à trouver des meilleurs compromis commerciaux et arriver à vendre nos solutions. Donc ça a initié des changements assez radicaux chez nous, c'est-à-dire que historiquement, on développait plutôt des solutions avec des technologies un petit peu anciennes, je dirais, mais au moins qui étaient robustes. Et puis petit à petit, avec l'entrée des nouveaux acteurs, il a fallu s'adapter et trouver des nouvelles solutions. Donc on est effectivement toujours dans ce compromis. On reste quand même dans des métiers qui sont très techniques et qui sont passionnants de ce point de vue-là. Mais également, on a ce petit œil aussi sur qu'est-ce qui se passe autour de nous, comment on s'adapte par rapport à ce microcosme, de façon à pouvoir continuer à développer des choses. Et je dirais même comment se protéger. C'est-à-dire qu'il y a le côté aussi très confidentialité, j'ai envie de dire presque secret défense sur les côtés défense, où vous travaillez, j'imagine, avec des gouvernements, pas que le gouvernement français, je présume. Tout à fait. Effectivement, on a des contrats nationaux avec le CNES, européens avec l'ESA, où effectivement on est pas mal impliqué sur des aspects défense. Il y a aussi des choses qui vont arriver bientôt, c'est la sécurité de l'espace. Moi, je fais un peu,
quand je regarde ça avec mes yeux d'enfant, bah, j'imagine un peu la guerre des étoiles. Alors on n'est pas sur la guerre des étoiles, mais c'est la surveillance de l'espace. C'est ce que j'allais dire, on est bien loin de la théorie de Reagan, la guerre des étoiles, où on pensait tirer un laser depuis les satellites. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui évoluent autour de ça. Et bah, l'espace, bah, c'est un lieu où il faut aussi qu'on soit vigilant. On a aussi d'autres satellites, d'autres États qui s'approchent un peu proches des nôtres et qui viennent un petit peu écouter ce qui se passe. Donc on a des programmes un peu avec le CNES là, qui sont dans les cartons et qui devraient bientôt sortir sur ces sujets-là. Et qui sont des sujets aussi passionnants parce que quelque part, voilà, il y a un vrai intérêt derrière et ça, bah, pour les jeunes qui nous écoutent, ils peuvent aussi se projeter peut-être sur des sujets justement, assez pertinents. Ouais. Pour qu'ils se projettent plus loin, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de chantier sur lequel vous avez participé, que ce soit peut-être sur l'exemple sur l'espace, par exemple, est-ce qu'il y a eu un satellite en particulier qui a été co-construit du côté de Thales? Est-ce que vous avez un exemple comme ça à nous partager? Alors moi, il y a un chantier Alors parmi les chantiers aujourd'hui, on travaille principalement sur de la télécommunication. Mais pas uniquement, il y a aussi de l'observation des sciences, etc. Et j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure au travers d'une petite vidéo sur l'observation notamment. Mais côté télécom, moi j'ai travaillé principalement sur le télécom et j'ai travaillé sur quelques briques de base technologiques qui semblaient être un petit peu... on pouvait se demander un jour si elles allaient être embarquées. Et puis c'est des choses qui vont être embarquées sur un satellite qui s'appelle Connect VHTS, là. Qui devrait être lancé cette année, là, qui a un énorme satellite, qui est sans doute le plus gros qu'on ait jamais réalisé, et qui est là pour réduire aussi la fracture numérique. Donc quelque part, dans nos petites campagnes, quelque part, tout un chacun peut avoir accès à l'information, et on voit qu'aujourd'hui, c'est clé. Donc ça aussi, c'est passionnant, et quelque part, c'est une fierté au fond de moi, même si j'ai été un tout petit contributeur, de voir quand même qu'il y a un vrai applicatif derrière, quoi. Ok, très bien. Alors, je me retourne du côté de Ludovic. Au côté... Alors, pardon. Hop, là, je me perds dans mes fiches. Oui. On va revenir vraiment sur le métier que vous exercez actuellement. Donc, je rappelle, ingénieur en électronique hyperfréquence. Comment vous avez découvert ce métier que vous exercez aujourd'hui? Parce que ça paraît pas instinctif, on va dire, de se tourner vers ce domaine-là en particulier. Alors j'ai tout d'abord découvert l'électronique avant de découvrir l'électronique hyperfréquence. Après ça va réveiller des souvenirs chez certains. Moi j'ai découvert l'électronique quand mon père ouvrait le magnétoscope de la maison parce qu'il fallait nettoyer la tech de lecture et quand voilà, je le voyais ouvrir la boîte noire, je me demandais à quoi servaient ces composants. Bon, ça m'a un peu suscité cette curiosité vis-à-vis de l'électronique. C'est pour ça que au cours de mon bac, j'ai choisi une option électronique. Et j'ai découvert les hyperfréquences à l'IUT à Brive, j'ai eu 2 à Brive, où là, vraiment, j'ai trouvé un intérêt assez fort vis-à-vis de cette thématique. Et comment on définit des hyperfréquences comparé à des fréquences? Peut-être une question naïve. C'est la fréquence. Par exemple, dans vos composants, les composants utilisés dans les magnétoscopes, ça fait bizarre de citer cet objet qui est devenu, vintage, c'est la mode. Devenu obsolète. On est à des fréquences basses, donc voilà. Et les composants hyperfréquences, là on parle de fréquences, on peut monter jusqu'aux centaines de gigahertz. Donc là, ça va. Par exemple, votre Wi-Fi utilise des composants notamment qui peuvent travailler à des fréquences au-delà de 2,4 GHz. Voilà, ça permet de bien classifier des composants électroniques. Comme les processeurs d'ordinateur aussi. Exactement. Ok. Et donc en fait, comment se déroule une journée typique au boulot chez vous? Alors d'abord, on ouvre sa boîte mail. Ça, c'est plutôt basique pour tous ceux qui travaillent en bureau, en effet. Non, c'est après, comme je le disais, c'est beaucoup de collaboration avec des industriels et des laboratoires. C'est beaucoup de réunions, mais après aussi, on essaye de garder un pied dans le laboratoire, notamment un laboratoire de conception, où là, on essaye de concevoir des dispositifs pour les missions de demain. Donc, je pourrais vous en présenter quelques-uns qui ont été préconçus au CNES. Pour des missions satellitaires. Et donc on a un laboratoire de conception, on conçoit le dispositif, le composant sur des logiciels de CAO. Et CAO, c'est conception assistée par ordinateur. Voilà, c'est des logiciels bien spécifiques.
Et après, on a un laboratoire de mesure, donc on essaie de garder un pied dans le laboratoire CAO et un pied dans le laboratoire de mesure, si je peux dire. Quand on est dans le laboratoire de mesure, c'est pour faire des simulations, du coup? C'est des mesures. Voilà, votre laboratoire de CAO vous permet de concevoir le dispositif, le composant, puis ensuite vous les réalisez. Donc ça, c'est une partie qu'on sous-traite. Et le laboratoire de mesure, on vient mesurer les performances électroniques du prototype, du composant. Du composant, d'accord. Je me retourne vers vous, Hervé. Vous vouliez nous présenter du coup une petite vidéo, une série de diapos peut-être sur comment ça se passe de votre côté chez vous, c'est ça? J'ai une petite vidéo que je peux vous présenter. Alors ça nous présente pas le quotidien. Par contre, il va falloir qu'on switch. Ouais, mais on va faire une petite manipulation. Hop. Alors. Petit break évidemment. Alors est-ce que je vais pouvoir amener ça? Normalement oui. Hop, je vous laisse le brancher juste Alors, ici. En fait, la vidéo est surtout là pour montrer quelques exemples d'applicatifs, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va pas mettre le son, on va juste la diffuser, puis comme ça, vous pouvez la commenter en même temps et expliquer un petit peu. Effectivement, donc l'idée, comme j'ai dit, on travaille principalement sur le télécom. Je ne sais pas si elle est partie du coup. Espace. Non, c'est voilà. Hop. Voilà. Mais on travaille aussi pas mal au niveau de l'observation. Alors là, on a des belles images de notre planète, hein, avec la mer, la terre, les glaces, les animaux, etc. Et finalement, on a tout un programme satellitaire là, qui est supervisé par l'ESA, qui s'appelle Copernicus, auquel on contribue fortement. Alors, on contribue depuis plusieurs années, et puis on a un certain nombre de satellites, je suis désolé, c'est en anglais, mais qui viennent compléter un peu ces missions et qui vont nous permettre d'observer différentes choses. Là, on voit sur certains satellites, donc c'est regarder l'évolution des océans, l'évolution de la biodiversité, enfin tout un tas de satellites d'observation et l'évolution des mesures de glace, des surfaces maritimes, de la salinité, etc. Donc on contribue à différentes échelles. Soit on est maître d'œuvre du satellite, soit finalement nos concurrents de l'autre côté de la Garonne, comme j'ai dit tout à l'heure, sont aussi nos partenaires. Par exemple sur Cristal, là, sur lequel on travaille actuellement, là, qui vient de passer, on travaille sur l'évolution de l'épaisseur de glace au niveau de la banquise, quoi. Donc ça, c'est avec nos collègues d'Airbus. Et donc voilà, donc on a pas mal d'activités avec tout un tas de traitements de données, parce que il y a effectivement toutes les données qu'on peut observer, mais aussi tout le traitement qui y a derrière. Et ça, alors j'ai voulu cette vidéo là qui est relativement courte là, mais parce qu'aujourd'hui, ça montre aussi pourquoi on fait tout ça, quoi. C'est-à-dire que derrière l'espace, mes grands-parents disaient, hop, qu'est-ce qu'ils envoient encore autour de la Terre, etc. Oui, sans doute qu'on saurait faire des choses un peu plus green, comme on dit dans le jargon aujourd'hui. Maintenant, il faut quand même voir que ce programme Copernicus, donc piloté par l'ESA, nous permet aussi de monitorer notre planète et on l'espère d'améliorer les prises de décision qu'on pourra avoir demain pour rester sur une planète comme on l'aime, quoi. Et alors je ne peux pas m'empêcher de poser cette question, mais il y a aussi beaucoup d'enjeux autour de la pollution dans l'espace, oui. Notamment dans notre orbite, où on voit qu'il y a malheureusement de plus en plus de composants qui s'échappent comme ça et qui restent un peu autour et qui provoquent d'ailleurs un gros enjeu de sécurité pour les astronautes qui montent dans l'espace. Est-ce que vous travaillez aussi sur ces questions-là, justement, de débris, d'essayer de les... Alors, je sais pas, moi je vais dire n'importe quoi, je vais parler comme dans les films, mais je sais pas, de les détruire. Alors il y a effectivement pas mal de programmes. Alors nous, en tout cas sur le secteur toulousain, on ne travaille pas sur cette activité directement, mais l'ESA a mis en place un certain nombre de programmes, parce qu'effectivement c'est... Donc l'ESA, rappelez pour ceux qui nous écoutent. C'est l'Agence spatiale européenne, qui a lancé un certain nombre de programmes justement pour récupérer des débris. Alors on a vu différentes... imaginez lancer un grand filet dans l'espace pour récupérer des débris. Il y a plusieurs choses qui sont regardées autour de ça. Il faut savoir que chaque débris spatial est monitoré, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une cartographie qui existe, hein, je pense qu'elle est même accessible en accès libre sur le web, où vous pouvez regarder un petit peu comment évolue chacun de ces débris. Mais comment c'est possible? Il y a des trackers GPS par débris? Alors, j'ai pas toute la technicité derrière, mais en tout cas effectivement, tout est cartographié.
Et ça, c'est monitoré parce qu'effectivement, vous l'avez précisé, il y a un enjeu aussi sécuritaire, au-delà de l'enjeu écologique, parce qu'il y a des missions aujourd'hui au sein de la Station spatiale internationale. Demain, on imagine, on travaille aussi là-dessus sur des missions lunaires qui ne seraient qu'une passerelle pour aller un peu plus loin. Mais en tout cas, voilà, on va de plus en plus envoyer d'hommes autour de la Terre, donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Donc il y a beaucoup de programmes autour de ça. C'est un vrai enjeu de sécurité. On est quand même, il y a une législation très contraignante autour de tout ça. C'est-à-dire que n'importe qui n'envoie pas un satellite autour de la planète, mais oui, c'est un enjeu fort de demain, quoi. Ludovic Carpentier, vous intéressez à ces questions aussi de pollution de l'espace au CNES, ou c'est pas dans le domaine de compétences du centre? Ici, on s'intéresse à ces problématiques, après, toujours en collaboration, notamment, comme l'a dit Hervé, avec l'ESA, quoi. Il y a des gros programmes qui sont pensés et qui vont être mis en place, hein, parce que ça va s'avérer nécessaire dans les prochaines années. C'est exactement. Je continue avec vous, Ludovic. Je voulais vous poser la question. Alors, elle n'est pas forcément évidente. Vous pouvez donner plusieurs arguments, d'ailleurs. On n'est pas obligé de choisir, de trancher. Mais qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre profession? L'innovation. Ouais. L'innovation, et notamment l'innovation en collaboration, comme je disais, avec le tissu industriel et le tissu académique. Voilà. Et le côté transfert de technologie, par exemple, c'est-à-dire que souvent dans des laboratoires, il y a des technologies qui sont développées, et puis ensuite il y a ce fameux transfert quand il y a des doctorants ou des docteurs d'ailleurs qui décident de se lancer en forme start-up. C'est des choses qui existent aussi au CNES. Exactement, on est là pour favoriser notamment ce montage. Et l'objectif, comme je disais, c'est de partir sur une technologie avec une faible maturité, notamment ces technologies qui sont proposées par des laboratoires. Et nous, un peu, c'est notre objectif, c'est de faire monter ce niveau de maturité et de les intégrer soit à bord d'un satellite ou donc c'est comme si vous étiez une sorte d'incubateur finalement, peut-être pour ces startups, ou c'est pas correct de le dire ainsi? Alors d'incubateur, oui et non, mais on est là surtout pour les accompagner, mais de manière technique. Oui, voilà, parce qu'il n'y a pas sur le volet économique ou preuve du concept. Pour le moment, on a encore un œil technique et un avis technique. Voilà. Et Stéphane, je me tourne vers vous. Du côté d'Xlim aussi, j'imagine qu'il y a aussi eu ces fameux transferts de technologie. Quelle est peut-être la dernière, ou en tout cas la technologie qui s'est transformée en produit start-up? Voilà, je dis très mal les choses, mais vous allez peut-être me corriger. Est-ce qu'il y en a qui sont sortis du labo pour être commercialisés, et lesquels ou laquelle qui vous a le plus marqué? Alors des startups issues d'Xlim, effectivement, il y en a beaucoup, parce qu'on a dépassé 20 startups créées globalement au niveau du laboratoire. Dans le domaine de l'électronique hyperfréquence et des produits pour la défense ou le spatial, il y a au moins 2 startups que j'ai en tête dans le domaine de l'électronique. Un sur les composants qu'on appelle des MEMS, qui servent ce sont des commutateurs à radiofréquence, donc à très haute fréquence, pour des systèmes par exemple d'antennes, pour le spatial ou la défense, à très haute fiabilité, d'accord, donc à très haute valeur ajoutée. Hein. Les startups, elles se créent sur des idées et qui donnent lieu à des produits de très haute technicité généralement, d'accord. Donc c'est le cas sur cela. Et une des startups issues d'Xlim, une des premières, qui est devenue maintenant, on ne peut plus parler de startup, hein, ils sont à plus de 30 personnes, c'est MCAD Engineering, qui sont aussi les deux sont sur le site ici de l'image, et qui eux aussi proposent essentiellement des produits pour accompagner des concepteurs sur certains circuits et même des systèmes d'émission à très forte puissance, on va dire, pour simplifier. Pour le satellite, pour la défense, d'une manière générale ce qu'on aura après la 5G. Ok. Voilà. Et est-ce qu'il y a des objectifs justement de start-up qui sortent du ventre du laboratoire Xlim, ou c'est vraiment par rapport à l'opportunité de la découverte, si je puis dire cela ainsi? Alors c'est un chemin assez long quand même pour arriver à faire sortir une start-up d'un laboratoire. Il faut vraiment que ce soit faut que ce soit des idées qu'on arrive à protéger, et ensuite il faut quelqu'un derrière
qui soit quand même un petit peu patient, parce que ça demande quelques années, effectivement. Et souvent, pour ce qui concerne en fait, les exemples qu'on peut avoir avec Slim, ça a été des docteurs qui ont été accompagnés par des chercheurs du laboratoire pour développer leur entreprise. Voilà. Et après, évidemment, ils s'appuient notamment sur les services notamment de l'université ou du CNRS, c'est possible aussi, d'accord. Nos établissements tutelles qui ont des services et des moyens dédiés pour ces accompagnements-là. Et également, donc, ils continuent à s'appuyer au départ, ils ont un besoin fort d'être appuyés par le laboratoire, et ça peut être ensuite avec des organismes ou des futurs clients qui sont donneurs d'ordre et qui peuvent aussi les aider à se développer, parce que ça répond à un besoin que peuvent avoir ces donneurs d'ordre. Question BFM Business, les laboratoires ont des parts sur ces transferts de technologie, ou c'est pas du tout le but? Les laboratoires, non, mais alors il y a un intéressement évidemment des chercheurs qui accompagnent, qui partent dans l'aventure avec les... il y a la loi, je ne sais plus, je vais dire une bêtise, une loi qui maintenant permet aussi donc, aux chercheurs de consacrer du temps et de s'investir aussi dans la création d'entreprises. Et c'est plutôt les établissements qui de plus en plus essaient aussi d'être en copropriété sur des brevets, et à partir du moment où il y a des licences qui sont vendues, deviennent également... avec des systèmes de royalties, voilà, j'imagine. Alors, on ne dit pas royalties, je présume. Il faut savoir que les brevets, c'est extrêmement important pour protéger les inventions. Et notamment pour des petites entreprises, c'est vraiment stratégique. Au départ, et même d'une manière générale, il y en a finalement assez peu qui rapportent de l'argent. D'accord ? Donc voilà, généralement, ça coûte plus cher à entretenir que ça ne rapporte d'argent, mais c'est nécessaire dans tous les cas pour se protéger de concurrents. Ok. Je me retourne vers vous, Hervé. Je ne vous ai pas posé la question, mais du coup, qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre profession, dans le quotidien ? Mais ce que j'apprécie le plus, alors aujourd'hui, donc comme j'ai dit, j'ai basculé sur du management, et quelque part, ce que j'apprécie le plus, c'est pouvoir aider les autres, quoi. Ça, c'est vraiment ça qui me donne envie de me lever le matin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus forcément moi qui mets les mains dans le moteur, même si ça m'intéresse toujours de voir un petit peu comment on tourne quelques vis, mais voilà, c'est d'aller au contact des équipes, comprendre quels sont leurs problèmes, essayer de leur trouver des solutions, et c'est ça vraiment qui me stimule. Alors Claire, je reviens vers vous. Je vous ai laissé un petit peu de côté tout à l'heure. Je voulais juste traiter surtout de la partie opérationnelle, vous, quand vous proposez donc des cours auprès des différents étudiants. J'imagine que des fois, vous êtes confronté à des questions sur leur orientation métier. Est-ce qu'ils vous consultent sur ça ? Est-ce que vous leur accordez un temps de conseil ? Comment ça se passe en fait au quotidien ? Oui, tout à fait. Notre rôle, je pense, c'est justement aussi de les accompagner dans les choix qu'ils pourront faire. Alors, on essaie vraiment d'être actifs. Justement, on a la chance d'avoir un écosystème autour de nous, que ce soit au travers du laboratoire XLIM, au travers des entreprises aussi qu'on peut avoir autour de Limoges, d'anciens étudiants de la formation. Enfin, on essaie d'organiser des événements pour leur faire rencontrer des professionnels, essayer d'éveiller leur curiosité, de répondre à leurs questions. On les oriente, comme vous dites, aussi en fonction de leurs envies, du choix. Parce que là où je voulais en venir, ce qui a été compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers qui n'existent pas encore, qui vont apparaître. Alors là, on pense beaucoup au numérique quand on dit ça, mais j'imagine aussi dans le monde de la recherche, avec notamment toutes les innovations technologiques, les nouveaux composants sur lesquels on va pouvoir travailler pour développer donc des nouvelles technologies. C'est pas difficile aussi de conseiller de l'orientation quand ces métiers n'existent pas encore, ou c'est juste une fable En fait, non, c'est très compliqué, je pense, aujourd'hui pour un jeune de se projeter. Je vais faire une licence de physique, pourquoi faire ? C'est quoi les métiers ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec une licence de physique ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec un master en ingénierie physique ?
Donc ça, c'est très difficile. Je pense que le plus parlant, malgré tout, pour les étudiants, ça reste les témoignages d'anciens étudiants. Et nous, c'est comme ça qu'on essaie de communiquer beaucoup au travers de ça, de leur montrer, voyez, avec cette formation-là, les métiers auxquels on peut accéder. Et c'est très varié, parce que finalement, on peut avoir le panel là qu'on a vu, on peut finir dans l'enseignement, on peut finir dans la recherche plus pure. Enfin, donc c'est vrai qu'il y a une palette très large, et c'est souvent des métiers qui restent très abstraits. Voilà. Donc je pense que l'idéal, c'est de faire témoigner des gens, de leur parcours, de leur métier, ce que vous faites aujourd'hui, c'est la meilleure illustration, parce qu'effectivement, c'est difficile de se projeter dans dans des métiers qui sont en évolution et qui, voilà. Donc, je pense que la meilleure réponse qu'on peut faire, c'est les témoignages et montrer des exemples pour essayer de rendre un petit peu moins abstrait, c'est vrai, les métiers qu'on peut corréler à ces formations physiques. Et j'en profite pour dire d'ailleurs que voilà, cette petite émission où on est entre nous sera rediffusable en podcast sur le site de Récréation, et puis j'imagine aussi via les différentes plateformes du laboratoire XLIM ou sur les différentes plateformes de l'Université de Limoges. On vous tiendra bien évidemment au courant de où est-ce que vous pourrez retrouver tout cela. On a beaucoup parlé de choses positives, mais dans le monde du travail, il y a aussi des choses négatives. Ludovic, je me retourne vers vous. Qu'est-ce qui vous plaît le moins peut-être dans votre métier ? L'administratif. Ah oui, ça c'est commun à beaucoup de monde, je crois. Oui, je crois bien. Ça, plus la boîte mail. Mais vous n'en êtes pas au point de la phobie administrative comme des anciens ministres. Non. Ouais. Donc surtout l'administratif, mais après il n'y a que ça, on va dire sur le côté vraiment applicatif, opérationnel, tout vous plaît, il n'y a pas des... D'accord. Oui, franchement, oui. Ok. Hervé, même question. Même question et un peu même réponse. Après effectivement, on est dans... Moi, je pense que Ludovic aussi, ça reste une grosse organisation, le CNES, TSNSPC également, et des fois on a un peu ces lourdeurs administratives. Après on trouve des fois voilà, c'est des petites victoires du quotidien d'arriver à trouver des petites astuces pour contrecarrer tout ça. C'est ça, la frustration finalement, c'est pas le côté temps long peut-être dans vos différentes professions. Est-ce que ça c'est des choses qui peuvent être frustrantes, le temps de se dire oh là là, il va y avoir X années avant de voir quelque chose de palpable, ou vraiment c'est parti, alors je parlais en mode Startup Nation, mais du mindset, c'est-à-dire de l'état d'esprit, d'accepter le fait que oui, ça prend du temps pour se mettre en place tous les différents chantiers, différents projets. En fait, le temps est en train de se raccourcir également pour nous, c'est-à-dire que quand je suis arrivé à Thales il y a une quinzaine d'années à présent, parce que le temps passe vite, on n'était pas du tout sur la même échelle de temps. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait presque le temps de développer, d'aller chercher justement, comme je disais tout à l'heure, la performance ultime de nos systèmes. Donc ça, c'était super intéressant d'un point de vue technique. Aujourd'hui, il faut aller vite, il faut prendre plus de risques, parce que la concurrence est là et il faut trouver des solutions. C'est aussi ce qui est stimulant, quelque part. Et donc, du coup, cette frustration, c'était pas vraiment une frustration, c'était un mode de fonctionnement un peu différent. Et aujourd'hui, de toute façon, tout s'accélère, voire même des fois, on est plutôt à se dire, mais est-ce que ça va pas trop vite ? Ouais. Est-ce qu'il faut pas qu'on lève le pied de l'accélérateur, là ? Parce que sinon, on va avoir un problème, on va rater un virage. Mais en tout cas, on essaie d'être au rendez-vous. Du côté du CNES, il n'y a pas, sur cette appréciation justement du temps, c'est quelque chose qui est impactant dans votre métier de tous les jours ou... Alors, je rejoins la remarque de Hervé. Hein. Moi, ça fait moins longtemps que je suis dans le domaine du spatial, mais on a vu les délais se raccourcir de plus en plus. Mais c'est vrai que on a quand même encore quelques activités où on demande, et c'est un luxe, à mon avis, de prendre son temps, notamment des activités avec les laboratoires. Enfin, quand on dit prendre son temps, c'est qu'on ne s'ennuie pas, hein. Il y a toujours des choses à faire et tout, mais il y a un moment, il faut poser le crayon, regarder au loin et prendre des bonnes directions, quoi. Donc, notamment sur des travaux de thèse où on enchaîne les thèses les unes après les autres. Voilà, ça demande du temps et souvent, la plupart du temps, on a des bons résultats. Alors on arrive presque déjà à la fin de cette table ronde où l'idée c'était d'avoir un petit peu de témoignage. Moi j'aime bien dire que c'est un peu une porte d'entrée qui est entrouverte et après c'est à vous les étudiants ou les lycéens de sauter le pas justement. Et en plus Claire l'avait très bien expliqué en introduction, il y a aussi quand même une équipe pédagogique qui est là pour au maximum orienter soit via des ressources sur internet
ou même pas hésiter des fois peut-être avoir un peu de culot, taper à la porte, aller voir, alors évidemment dans la mesure du possible, mais voilà, c'est très important aussi, je pense, d'oser aussi, de montrer son intérêt, de pas forcément être que dans une attente très descendante entre le système universitaire et les étudiants. Je pense qu'à mon avis, il faut un peu développer un peu plus aussi son esprit critique. Avant de conclure, je voulais revenir vers toi, donc Stéphane. Qu'est-ce qui nous attend donc dans cette journée? Alors même si là on va être sur quelque chose de rediffusé à travers ce podcast, mais j'ai vu que devant la porte de la BFM il y avait un objet roulant non identifié. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors effectivement, on a tenu aussi à cette occasion là, des Journées nationales micro-ondes à faire venir sur cette journée le Scientibus. Donc le Scientibus, c'est un bus qui a été mis au point par des chercheurs, des enseignants-chercheurs, alors principalement au départ de la faculté des sciences, donc d'IXLIM et puis d'autres laboratoires également, et qui va présenter dans les écoles, dans les collèges, amener les expériences scientifiques au plus près et surtout le montrer de manière ludique, parce que c'est un petit peu effectivement sous cette forme-là qu'a été pris le parti de montrer les expériences dans le Scientibus, et c'est surtout faire un petit peu briller les yeux des plus jeunes, alors pour leur montrer que les sciences, il y a plein de choses fun derrière. Bien sûr, nous, notre but aussi, c'est d'attirer un peu plus les jeunes vers les sciences, parce qu'il y a un vrai besoin en France de métiers, de jeunes qui aillent vers ces métiers entre guillemets scientifiques et techniques. Voilà, parce qu'il y a de l'emploi là-dedans, c'est important. On a beaucoup de mal, effectivement, même si ça semble bizarre de le dire, effectivement, il y a une grosse demande vers ces métiers-là. Et donc ça commence très tôt. C'est important de sensibiliser les jeunes et aussi de sensibiliser les publics féminins aussi, il faut le dire. Les sciences ne sont pas réservées aux garçons ou aux hommes. Voilà. C'est aussi des métiers dans lesquels les femmes peuvent s'épanouir. Oui. Voilà. Il faut casser ce plafond de verre, je suis tout à fait d'accord. Et pour le Scientibus, pour donner une petite idée, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, j'aime bien dire que c'est un peu comme le camion de Fred et Jamy dans C'est pas sorcier, mais en plus cool, sans les maquettes un peu bancales qu'on pouvait avoir dans les premières saisons de C'est pas sorcier, que je salue s'ils nous écoutent. Ça y est, mon ultime question me revient. Je voulais vous la poser à tous les trois d'ailleurs. Si vous avez un conseil finalement à donner, alors c'est un peu la question marronnier de fin de conférence, mais si vous aviez un conseil à donner, Ludovic, je vais commencer par vous, à un étudiant qui souhaite faire le même métier que vous, par rapport à vous, votre expérience, votre vécu, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil au singulier ou au pluriel d'ailleurs? Déjà, le premier conseil, être curieux et avoir un petit peu de culot aussi. Voilà. Ne pas hésiter à frapper aux portes. Hervé? Je crois que Ludovic m'a ôté le premier conseil. Effectivement, le conseil numéro 1, c'est d'être curieux, de regarder un petit peu le monde qui nous entoure. Comme vous disiez, pardon, je vous coupe, mais voilà, poser plein de questions, puis de bidouiller. Vous parliez de l'anecdote de bidouiller les magnétoscopes, etc. Le côté, comment dire, pas tactile, c'est pas le terme, mais voilà, comme vous disiez, curiosité dans les machines quand on est plus jeune, avec les machines qui nous entourent. Par exemple, c'est quelque chose qui est important, ça. C'est ça. Et puis après, dans les conseils, moi je sais que j'ai des collègues qui ont un peu cet état d'esprit, qui pour eux c'est un jeu, quoi. Quelque part, c'est un peu une énigme à résoudre, un petit jeu d'avoir ce petit défi à créer l'objet qui demain sera utilisé dans une certaine mission. Donc avoir cet esprit un peu joueur, ce bon état d'esprit, communiquer énormément avec les autres, ça c'est hyper important. Là on sort d'un moment où on a trouvé d'autres modes de communication. Je pense que ça nous fait plaisir de nous retrouver tous les uns à côté des autres. Donc ça, c'est aussi important. Et puis voilà. Puis après, petit à petit, la passion, elle vient peut-être pas du jour au lendemain, mais la flamme, elle s'allume. Et ensuite, il y a plein de belles choses à faire autour de ces métiers-là. Donc faut venir nous rejoindre. Vous n'allez pas être déçus, quoi.
Ça marche. Claire, si vous avez un conseil aussi à donner, alors pas forcément que ce soit dans le cadre de l'orientation ou de la formation, mais de manière générale, voilà, pour travailler dans les filières scientifiques. La curiosité, c'est vrai que je pense que c'est un très bon point de départ. Ça a l'air d'être Avoir envie la base. de comprendre comment marchent les choses, je pense que c'est ça qui nous amène tous. Après, la persévérance aussi, parce qu'il ne faut pas croire, il y a des étapes, il y a des pas en avant, des pas en arrière. Je pense qu'il faut persévérer, y croire. Et puis ne pas hésiter, c'est vrai, à demander. Enfin, il y a des équipes. Je crois que c'est important. Ludovic et Hervé ont tous les deux parlé de profs qui leur avaient donné envie aussi pendant leur cursus. Donc voilà, ne pas hésiter à s'appuyer sur les gens, à frapper aux portes, à demander, à conseiller. Donc vraiment, la curiosité, ça résume, je trouve, beaucoup de choses. Curiosité, persévérance. Très bien. Alors, juste avant de conclure, avec le public VIP qui est présent aujourd'hui, si vous avez des petites questions, c'est tout à fait possible, même si vous n'êtes plus étudiant, même si voilà, vous ne travaillez pas forcément dans les sciences. Alors, on va faire un petit mercato de micro. Je vais passer mon micro à Raphaël, vu que c'est enregistré. Comme ça, on aura votre question. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, la science s'ouvre. Je me rappelle du la 4e journée micro-ondes à Lannion en 1983, à l'époque du professeur Garot, j'y étais. Elle n'était pas ouverte au public comme elle est aujourd'hui. Je pense que ça, c'est vraiment un pas qui a été fait et qui est un pas qu'il faut poursuivre. Je reviens sur la situation notamment des femmes dans les filières scientifiques. On avait cru à un moment donné, dans les années 90, que ça montait. Et puis là, il y a une sorte de frein qui est arrivé vers les années 2002-2003, où il y a une décroissance qui inquiète beaucoup. Et puis, il y a aussi une alerte par rapport aux jeunes de notre pays. C'est de voir que quand on est plusieurs, c'est ce qu'on dit, tous les savants qui sont là devant, ça marche mieux aussi. Quand on réfléchit à plusieurs, ça marche mieux. Et que donc, il faut quand même beaucoup de gens dans ce domaine scientifique pour qu'on puisse encore mieux réfléchir et aller plus de l'avant. Voilà. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas de dernières questions? Allez, une question, allez, c'est parti. Oui, bonjour. Juste une question, est-ce qu'on peut donner une place à la recherche française sur les hyperfréquences? Est-ce qu'au niveau mondial, elle pèse? Est-ce qu'au niveau européen, elle a des collaborations nombreuses? Quelle est la place, oui, de la recherche française sur les hyperfréquences? Alors moi, je peux donner un premier élément de réponse, mais alors aujourd'hui, là, on est sur la période où des journées nationales micro-ondes, donc on rassemble, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais plus de 500 personnes, 540 inscrits on a sur cette conférence. C'est le deuxième événement au niveau européen. Le premier, c'est l'European Microwave Week, donc c'est la semaine européenne des micro-ondes. Donc c'est parce que justement la communauté dans le domaine des hyperfréquences française est quand même assez dense. Pourquoi? Parce qu'on a notamment des opérateurs comme le CNES, des agences spatiales en Europe. Il y en a dans certains pays, mais c'est certainement l'agence la plus forte, avec le plus de collaborateurs, c'est le CNES, qui est le principal contributeur au passage de l'Agence spatiale européenne. Donc il y a vraiment, parce que ça a été une volonté, Ludovic l'a rappelé, c'était le général de Gaulle qui avait lancé cette agence-là. Pareil, et parce qu'il y a aussi donc, du coup, des acteurs industriels très forts en France. Il y en a aussi en Allemagne, mais en France, on a vraiment des acteurs leaders en Europe, clairement. Et la compétition, elle est bien sûr mondiale, mais c'est des joueurs effectivement dans la compétition mondiale. Alors avec les Américains, c'est un peu compliqué parce que c'est des domaines stratégiques, donc il y a un certain protectionnisme de l'autre côté de l'Atlantique, qui fait que c'est un peu difficile de se comparer des fois, mais parce que chacun reste un peu avec ses partenaires sur son territoire. Mais voilà, oui, ici, dans ce domaine-là, c'est vraiment les drivers, c'est
la défense et l'espace, qui font que la communauté française, en tout cas, est au niveau européen sans problème, mais même au niveau international, est reconnue. Voilà. Eh bien, oui, si tu veux. Juste en complément, moi je pense qu'il faut qu'on arrête de penser qu'on est peut-être moins bon que les autres, parce qu'on a toujours un peu cette façon de penser, alors qu'en fait, quand on lève un peu le nez, on se rend compte quand même qu'on est capable de faire de super choses dans ce pays, et même au niveau européen. J'en parlais avec Stéphane à midi, alors c'est à une échelle différente, mais quand j'étais étudiant à Limoges, je ne me rendais pas forcément compte du rayonnement que pouvait avoir l'IRCOM à l'époque, hein, l'ancêtre d'Xlim. Et en fait, en sortant, en regardant un petit peu avec un extérieur ce qui se passe, je me rends compte que j'ai eu vraiment de la chance de baigner dans ce microcosme. Et voilà, c'est un peu le témoignage de dire que on peut faire de belles choses. C'est pas parce qu'on est à Limoges ou ailleurs. Il y a plein de belles choses à faire. Et au niveau français, on a de belles entreprises, il y a de belles startups qui montent. Moi, je fais partie d'un grand groupe, mais franchement, je suis émerveillé de voir un peu toutes les petites startups qui naissent et qui montent de belles choses. Donc voilà, il faut qu'on prenne confiance en nous et je pense qu'on peut être fier de tout ce qu'on réalise dans ce pays, quoi. Stéphane Bila, Claire Dalmé, Hervé Leblond, Ludovic Carpentier, merci à vous quatre d'être intervenus. On peut faire des petits applauses, hein, voilà, carrément. Voilà, merci beaucoup pour vos témoignages. Et en effet, c'est vrai que, comme je disais, voilà, c'est une petite porte qui s'ouvre en tout cas. Donc, j'ai envie de conclure avec cette expression qui fait consensus ici. Restez curieux. Salut, ciao, ciao.